Excellence professeur Alpha Condé, président de la République du Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Monsieur les chefs d'État et du gouvernement de l'Union, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de l'autorité palestinienne, Monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Notre sommet se tient dans un contexte marqué non seulement par l'acuité des défis auxquels notre continent est confronté, mais aussi par les incertitudes qui pèsent sur le système international. La situation est telle qu'elle fait dire à beaucoup que nous sommes à la croisée des chemins. Fortes sont les attentes qui entourent ce sommet ordinaire de janvier, qui est aussi l'occasion du passage des témoins d'un président en exercice à un autre. Aussi voudrais-je rendre un hommage mérité au président Alpha Condé, qui a dirigé avec détermination et conviction notre Union au cours de l'année 2017. Monsieur le Président, votre engagement panafricain, Monsieur le Président, votre engagement panafricain et votre dynamisme ont été pour nous à la Commission, pour moi et mes collaborateurs en particulier, une source inestimable d'inspiration et de motivation. Vous quittez le perchoir, mais votre accompagnement, j'en suis sûr, ne nous fera pas défaut. Ce perchoir, si je peux l'appeler ainsi, vous l'avez cédé à votre frère, le président Paul Kagame. L'engagement et l'esprit réformateur et le talent gestionnaire du président Paul Kagame nous enthousiasment. Il ne fait guère de doute que le flambeau sera bien tenu. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons à un moment où le multilatéralisme connaît un affaissement préoccupant, alors même que ses principes semblaient être construits sur des bases solides. Les mois écoulés ont vu nombre de développements qui attestent de la gravité des risques auxquels nous sommes confrontés. En témoigne la multiplication des mesures unilatérales qui ont le potentiel d'affaiblir dangereusement la capacité de la communauté internationale à répondre efficacement aux défis complexes auxquels elle est confrontée. La montée des égoïsmes nationaux, la banalisation de la xénophobie et le rejet de l'autre, autant de signaux significatifs d'un recul des valeurs d'égalité, de solidarité et de justice. Nous nous devons de marquer notre préoccupation face à ces évolutions, de réitérer notre attachement aux valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel. Il y va de la survie de l'humanité. Cette particularité du contexte international se double des épreuves internes que traverse notre continent. La violence continue d'être une réalité qui afflige le quotidien de millions d'Africains en différentes zones de conflit. À cela s'ajoute la prégnance du fléau du terrorisme qui continue à faire des ravages dans les bassins du lac Tchad, le Sahel et la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, notre situation économique n'est pas à la hauteur des exigences de notre développement. En effet, si l'Afrique a enregistré un taux de croissance de 5% de 2000 à 2014, les perspectives semblent moins bonnes pour 2017-2018, dans un contexte de faible diversification de nos économies et d'insuffisance en matière de gouvernance et d'absence d'inclusivité sociale, laissant pour compte des millions d'Africains sans éducation, sans travail, sans protection sociale, exposés à la pauvreté. Cette donne nous rappelle, avec une éblouissante clarté, l'impératif de renforcement de l'unité de notre continent et l'urgence de joindre résolument
nos paroles à nos actes. Notre respect, notre dignité et la défense des intérêts bien compris de nos peuples sont indiscutablement à ce prix. Excellences, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de la promptitude, de la réaction de nombreux États membres, personnalités et citoyens ordinaires aux images abjectes des migrants africains maltraités par des réseaux criminels en Libye. La Commission n'a ménagé aucun effort pour aider à faire face à cette situation, y compris à travers le rapatriement des milliers d'entre eux. Ils sont plus de 12 000. C'est ici pour moi l'occasion de saluer l'étroite coopération entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne dans le cadre d'un partenariat tripartite porteur réel d'actions efficaces et promptes. Le règlement durable du problème de la migration irrégulière exige cependant d'aller plus loin. Il nous faut créer des perspectives pour les jeunes qui s'embarquent dans l'aventure de la traversée d'étendues désertiques et d'océans à la recherche d'un illusoire paradis de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle le sommet a déclaré 2017 année de la jeunesse avec pour objectif de tirer profit du dividende démographique en investissant dans cette catégorie de notre population. Ma gratitude va au président Idriss Déby Itno, en sa qualité de champion de ce thème, pour l'engagement avec lequel il s'est acquitté de cette responsabilité. Au cours des 12 mois écoulés, la Commission a pris nombre de mesures et d'initiatives pour précisément donner un contenu concret à l'année de la jeunesse, que ce soit en matière d'emploi, de formation professionnelle ou de volontariat. Les efforts entrepris doivent d'évidence aller au-delà de 2017. J'appelle les États membres à traduire dans les faits les engagements par eux pris. À cet égard, il est crucial que tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait procèdent à la signature et à la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Donnons-nous le prochain sommet de Nouakchott comme délai pour atteindre cet objectif et rendre universel cet instrument à l'échelle du continent. Pour ma part, j'envisage de désigner dans les prochaines semaines une envoyée spéciale pour la jeunesse. Parallèlement, nous avons, dans le cadre de la réforme institutionnelle de notre Union, fait nombre de propositions visant à accroître la place faite aux jeunes, y compris à travers un système de quotas. Les atteintes à la dignité humaine sur notre continent indiquent, s'il en était besoin, combien le combat pour les droits de l'homme reste d'actualité, combien il demeure un impératif. La commémoration du centenaire de Nelson Mandela, ce grand fils de l'Afrique, dont la détermination et l'attachement à nos idéaux sera à jamais gravé dans les annales de l'histoire, nous offre l'occasion de renouveler notre engagement à œuvrer au respect scrupuleux des textes que nous avons librement adoptés. Fort de cette conviction, je réitère mon soutien total à toutes les institutions panafricaines en charge des questions des droits de l'homme et les encourage à persévérer dans l'action qui est la leur. Leur effectivité et indépendance sont le gage le plus sûr de la réalisation des aspirations qui sont les nôtres en matière de droits de l'homme. Excellences, Mesdames, Messieurs, le message dont les sonorités s'élèvent de toutes les régions du continent et de toutes les catégories sociales qui composent nos peuples est simple et unique: accélérer la réforme de l'Union, notre outil de combat, accélérer l'intégration, passage obligé de notre développement, accélérer les efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, conditions essentielles à la cohésion sociale. Il est heureux à cet égard de constater que la première phase
des négociations sur la zone de libre-échange continentale a été franchie avec succès. Il est attendu de ce sommet qu'il adopte l'accord, d'ailleurs il l'a adopté à la session close, irrélatif et fasse sienne les recommandations du champion de cette initiative, le président Mahamadou Issoufou. Un autre projet phare de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 porte sur le lancement, au cours de ce sommet, du marché unique pour le transport aérien en Afrique. Voilà une initiative dont la concrétisation est attendue depuis bien longtemps. Dans la même démarche, j'appelle à l'adoption par le sommet du protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, pour que les Africains qui éprouvent tant de difficultés et subissent souvent d'innombrables humiliations pour se déplacer hors d'Afrique cessent enfin d'être des étrangers sur leur propre continent. Au cours de 12 mois écoulés, l'Union africaine a entrepris d'autres activités dans des domaines aussi variés que l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture, l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'égalité des genres et la gouvernance. Il est clair que tous ces efforts gagneraient à être mieux connus de nos concitoyens. Leur manque de visibilité sape la légitimité de notre Union et perpétue la perception injuste d'une institution qui ne serait rien d'autre qu'un forum de discussion sans réel impact. Je voudrais insister sur deux questions. D'abord, la lutte contre les flux illicites des capitaux hors d'Afrique. Le rapport du panel de haut niveau, dirigé par le président Mbeki, a établi l'ampleur de ces fléaux. L'arrêt de cette hémorragie est impératif. Les États membres doivent faire de ce combat une priorité. De façon connexe, nous devons saisir l'occasion du thème de cette année consacré à la lutte contre la corruption pour prendre des actions décisives contre ces fléaux qui entravent le développement et rongent la cohésion sociale. Je suis convaincu que le président Muhammadu Buhari, qui coordonne ces thèmes, saura donner l'impulsion nécessaire à ce combat. Ensuite, la nécessité d'opérationnaliser dans le meilleur délai nos institutions financières panafricaines, la ratification des instruments irrélatifs. Leur mise en place conforterait la souveraineté financière et monétaire du continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, la persistance des conflits et leurs conséquences désastreuses sur la vie des populations africaines continuent de nous mobiliser au plus haut point. En Somalie, les efforts doivent se poursuivre pour permettre l'aboutissement de la transition en cours entre l'AMISOM et les forces somaliennes. Au Soudan du Sud, comment ne pas redire notre incompréhension face à la violence insensée que les belligérants infligent avec une cruauté indescriptible à une population qui n'a que trop souffert. Le moment est venu d'imposer des sanctions à ceux qui font obstacle à la paix. Je renouvelle le soutien de l'Union africaine à l'IGAD. Au Burundi, les partis doivent privilégier le dialogue, seule voie de sortie des crises. En République démocratique du Congo, les tensions et violences de ces derniers jours ont une fois encore illustré l'urgence de la mise en œuvre de bonne foi de l'accord de la Saint-Sylvestre en vue de la tenue des élections en décembre 2018. En Centrafrique, tout doit être fait pour assurer l'aboutissement de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation lancée sous les auspices de l'Union africaine. Au Mali, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation doit être accélérée, parallèlement à la mobilisation d'un appui plus important pour la force conjointe du G5 Sahel. Les efforts doivent être redoublés en Libye pour mettre un terme au calvaire des populations. L'Afrique doit prendre toute sa place dans la recherche d'une solution, de concert avec les Nations unies et les autres partenaires concernés.
S'agissant du Sahara occidental, je ne peux qu'exprimer mon espoir de voir cette situation enfin résolue. L'Afrique peut y contribuer positivement en appui aux Nations unies. La solution de ce lancinant conflit aidera immanquablement à la relance tant attendue du projet de construction maghrébine. Parallèlement, nous devons renforcer l'action qui est la nôtre dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. J'appelle tous les États membres et autres acteurs concernés à joindre leurs efforts pour trouver des réponses à ces crises et réaliser l'objectif de faire taire les armes à l'horizon 2020. Excellences, Mesdames, Messieurs, conscients du fait que l'Afrique et le reste du monde sont dans une situation d'interdépendance et que nos destins sont liés, nous avons accordé au cours de l'année qui s'est achevée une attention soutenue à la promotion de nos partenariats stratégiques. Un accord sur le cadre stratégique en matière de paix et de sécurité a été signé avec les Nations unies en avril 2017. Il vient d'être complété par un autre accord portant sur la mise en œuvre des agendas 2063 et 2030. Il me plaît de faire noter qu'une coopération trilatérale se met progressivement en place entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Je me réjouis, comme vous tous, de la réussite du sommet Union africaine-Union européenne, au succès duquel la Commission a contribué de toutes ses forces. Je réitère notre appréciation au président Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement pour les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Je note avec satisfaction la poursuite des efforts visant à approfondir nos partenariats avec le monde arabe, la Chine, le Japon, la Turquie et bien d'autres encore. Ce sont là autant de champs que nous défrichons à présent avec davantage de soins et de savoir-faire. Cet effort participe d'une démarche plus globale pour promouvoir des approches multilatérales, le seul à même de permettre à la communauté internationale de trouver des solutions durables aux défis nombreux qui l'interpellent. C'est dans cet esprit que la Commission a réagi sur d'importantes questions de préoccupation internationale, notamment celle de Jérusalem et l'accord sur le programme nucléaire iranien. L'Afrique doit, par conviction et par intérêt, être à l'avant-garde du combat pour le multilatéralisme et un monde plus juste et équitable. C'est dans cet esprit que je me propose de convoquer dans les mois à venir une conférence sur l'Afrique et le multilatéralisme. Excellences, Mesdames, Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union a connu une avancée significative. Le président Paul Kagame et moi-même en avons présenté les grandes lignes dans la session à huis clos. D'évidence, nous avançons sur ces chantiers. Le nombre toujours croissant d'États qui appliquent la taxe de 0,2% sur les importations éligibles en est la preuve éclatante, tout comme le sont les contributions sans précédent faites au Fonds de la paix. D'autres axes de la réforme, et non des moindres, notamment la division du travail entre la Commission et les communautés économiques régionales, doit impérativement prendre corps et permettre à celles-ci de pleinement jouer leur rôle de piliers de l'intégration. Il va sans dire que le succès de nos efforts est fortement lié à notre degré de cohésion, et notre cohésion elle-même est fonction de la franchise de nos discussions et de l'intensité de nos concertations sur la marche à suivre. Ai-je besoin de rappeler qu'à la phase où nous nous trouvons désormais, nous n'avons plus que deux choix: avancer résolument dans la mise en œuvre de la réforme ou laisser la voie à un échec, un de plus, dont les conséquences entameront gravement l'image et la crédibilité du précieux outil d'unité, de libération, d'intégration, de développement et de démocratie qu'est l'Union africaine. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que votre engagement pour l'Afrique et votre grande sagesse feront sortir de ce sommet des décisions qui porteront haut, très haut la réforme. Ce faisant, vous placerez notre organisation définitivement
aux niveaux exaltés de l'espérance qu'elle soulève au sein des peuples africains et leurs amis dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions